Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va ralentir l'eau dans ton jardin. On va faire comme Neo dans Matrix quand il ralentit les balles pour mieux les esquiver. Et bien là, on va ralentir l'eau pour mieux la stocker. C'est ce qu'on va voir donc dans cet épisode. Je t'invite à te poser. Si tu peux aussi faire une balade dans ton jardin, dans la nature. On est chill. On va avoir plein d'infos. On va voilà, partir en voyage pour comprendre l'eau. On va pas pouvoir englober tout le sujet de l'eau dans ce podcast. Il y aura d'autres épisodes pour y revenir dessus. On va se focaliser sur quelques principes importants. Et d'ailleurs, en parlant de principes, on va commencer avec un principe de permaculture. On va faire le lien comme ça avec le fait de ralentir l'eau dans ton jardin. On va faire le lien avec la permaculture qui a 12 principes. Enfin, c'est David Holmgren, l'un des cofondateurs de la permaculture, qui a développé ces 12 principes, qui a même écrit un bouquin en 12 chapitres sur ces 12 principes. C'est un pavé, c'est hyper technique. Voilà. Donc, ces principes sont super importants en permaculture et moi je vois deux liens dans le lien avec donc le cours d'eau et la permaculture. C'est le principe numéro 2 qui est déjà récolter et stocker l'énergie. Quand on fait un design, je le répète souvent, mais il vaut mieux répéter qu'oublier. On est là, on veut designer un terrain, on veut aménager un terrain. Le but, donc déjà, c'est de travailler sur un plan pour avoir une vision globale. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, mon jardin, c'est un système. Il y a des choses qui rentrent dans mon jardin, qui en ressortent. Et moi, comment est-ce que je peux interagir avec ces choses pour soit les ralentir, soit les rediriger, soit les accélérer. Et donc, l'énergie principale, enfin l'énergie la plus forte, c'est le soleil. Il y a beaucoup de soleil qui rentre dans ton jardin. Le but, c'est de capter ce soleil et de le transformer, de le stocker, donc via des plantes, via les arbres, via euh, même des panneaux photovoltaïques, pourquoi pas. Mais voilà, le but, c'est vraiment de capter et stocker cette énergie sur ton terrain, si tu en as besoin, ou comme je disais, l'accélérer si tu veux l'accélérer, ou la rediriger pour la faire circuler un peu plus dans ton terrain, qui est aussi une sorte de, de, de ralentissement. Mais voilà, l'eau c'est une énergie, et pour moi c'est même presque la plus importante après le soleil, peut-être même avant le soleil, bref. Et vraiment, je t'invite à stocker le maximum d'eau et de soleil dans ton jardin. Principe, deuxième principe avec lequel je voudrais faire un lien, c'est le principe numéro 5 qui est utiliser et valoriser les ressources et les services renouvelables. Donc sur ton terrain, sur ton jardin, sur ton balcon, tu as sûrement de l'eau, comme ça, de l'eau de pluie, de l'eau qui passe par des gouttières, de l'eau qui ruisselle, de l'eau en profondeur. Et ben voilà, il faut utiliser et valoriser les ressources et les services renouvelables. Au lieu d'utiliser de l'eau potable qui a été traitée, tout ça, pour arroser ton jardin, pour humidifier comme ça ton jardin, tes pots de fleurs, toutes ces choses, eh ben, essaye de voir comment est-ce que toi tu peux déjà utiliser les ressources et les services renouvelables qui vont traverser comme ça ton jardin, ton balcon. Donc voilà, les deux principes avec lesquels je voulais faire une petite introduction sur ce podcast. Et voilà. Après, je voudrais faire aussi un petit constat sur le fait de, de, de canaliser. En fait, depuis 150 ans, on a à peu près, hein, j'ai pas les chiffres exacts, mais en gros, ça fait 150 ans qu'on a créé, qu'on a développé l'agriculture de manière à, en France par exemple, on a commencé à assécher les terres pour libérer justement les terres et commencer à faire de l'agriculture. Avant, on avait beaucoup plus de zones humides et voilà, on s'est dit on va petit à petit, pour faire de l'agriculture, de la monoculture surtout, on s'est dit qu'on avait besoin de place, on n'avait pas le choix, de plus en plus. Et pour ça, on a commencé à canaliser l'eau et à assécher certaines zones en canalisant justement l'eau dans des rivières, dans les canals et dans plein d'autres façons comme ça de canaliser l'eau. Et en fait,
Il y a Baptiste Morisot, c'est un philosophe qui défend, enfin, un philosophe un peu scientifique qui va, euh, euh, comment dire, qui s'intéresse aux relations entre l'homme et la nature. Et en gros, il a une théorie. J'ai vu une de ses conférences il n'y a pas longtemps. Il a une théorie et il dit dans cette théorie, ils disent qu'en gros, la sécheresse structurelle a autant d'impact que la sécheresse météorologique. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types de sécheresse. Là, on parle beaucoup de sécheresse. L'année dernière, on a eu pas mal de sécheresse. Enfin, ces 2-3 dernières années, il y a pas mal de sécheresse dans plus ou moins différentes régions de la France. C'est vrai que l'année dernière, on a eu plus de sécheresse dans le sud-est, un petit peu moins sur la côte. Enfin bref, un peu partout en France, comme ça, on a des sécheresses qui se développent l'été. Et c'est vrai qu'en 2022 était vraiment particulièrement globalisée et forte, vraiment forte. Il y avait une carte là on voyait une carte, une photo prise par satellite de la France. C'est tout marron de partout, quoi. Il n'y a plus de verdure, il n'y a plus rien. Elle est vraiment impressionnante cette carte. Je vous invite à, si t'es sur, tu peux aller jeter un œil, va voir sur Google, je sais pas, marque carte de la France été 2022, sécheresse, tout ça. C'est vraiment hyper impressionnant. Et en gros, euh, il dit que voilà, il y a deux types de sécheresse en gros. Il y a la sécheresse météorologique qui est liée à la pluie qui tombe. Donc en gros, voilà, réchauffement climatique, changement climatique, toutes ces choses-là. Il pleut de moins en moins, il fait de plus en plus chaud, c'est la sécheresse. C'est une chose, mais il y a aussi une deuxième type de sécheresse, qui est la sécheresse qui est liée à la capacité de la Terre à garder l'eau avec nous. Et ça prend notamment en compte le fait de canaliser les rivières et aussi de voilà, garder les zones humides, toutes ces choses-là. C'est vraiment, il y a aussi ce que je voudrais te faire comprendre là-dessus, c'est qu'il y a vraiment aussi une raison liée à la sécheresse, aussi au niveau structurel, au niveau de la façon dont on gère l'eau sur notre territoire. Et on pourrait notamment, avec le castor par exemple, créer enfin, même pas créer, de revitaliser les zones humides parce que le castor avec un petit barrage, un castor il fait un barrage des fois sur un petit ruisseau, notamment en Isère là, il y a pas longtemps, il y a un an ou deux, le castor est revenu à un endroit et il y a un petit ruisseau de 1 mètre de large, pas très profond, et le castor il a fait un barrage sur ce ruisseau et ça a revitalisé une zone humide. Je sais plus sur combien d'hectares, mais je crois que c'est 2 hectares, si je dis pas de bêtises. Désolé, j'ai pas fait mon boulot, j'ai pas toutes les sources, mais c'est vrai que je pars un petit peu dans tous les sens. Mais bon, c'est comme ça, il y a pas mal d'infos, je vous laisse. Au pire, j'essaierai d'y penser et je mettrai les infos dans la description si je les retrouve. Mais en tout cas, voilà. Le castor, c'est vraiment, il fait vraiment un boulot top pour revitaliser les anciennes zones humides. Donc voilà, sa théorie, c'est vraiment ça qu'on est. Même lui, il dit que il est presque sûr, il est certain, il est en train de faire des études là-dessus avec plein de scientifiques pour justement voir si on n'est vraiment pas plutôt dans une sécheresse qui est structurelle, où on a vraiment tellement asséché nos terres que bah voilà, cette sécheresse-là a plus d'impact que finalement la sécheresse liée à la météo. Je trouve ça très intéressant et c'est à suivre. Je vous donnerai des nouvelles quand j'en aurai, si j'en ai. Et donc voilà. Moi, il y a aussi un documentaire que je voudrais te partager. Cette fois, j'y penserai, je le mettrai dans la description. Il s'appelle donc Dobra Voda, D-O-B-R-A, espace V-O-D-A. C'est Valérie Valette qui est la réalisatrice. Et c'est Fleur du futur, Dobra Voda. Et voilà, c'est vraiment un documentaire qui m'a vraiment complètement changé ma vision de justement, c'est même ça qui est aussi à l'origine de ce podcast, de cette réflexion, de cette grande idée que je te partage, c'est vraiment le fait de l'eau, elle a une vitesse, si on la ralentit, tout ça, on peut, voilà, il faut garder l'eau en fait, vraiment ralentir l'eau. Et vraiment, je t'invite à aller voir ce documentaire, il dure quoi, même pas 1 heure. Et il est vraiment hyper intéressant. Il y a plein de solutions aussi pour restaurer les petits cycles de l'eau réalisables avec 3 planches en bois. Enfin,
Vraiment hyper intéressant comme reportage, si ça s'intéresse ou si ça t'intéresse le sujet, l'eau, la circulation de l'eau, les rivières, les ruisseaux, comment aussi, parce que l'eau quand elle accélère, elle prend de la force et après elle fait beaucoup de dégâts et en fait on essaye vraiment avec dans ce reportage, il y a aussi quelques solutions pour ralentir l'eau. Voilà. Et c'est juste un petit chiffre comme ça. Est-ce que tu sais que la bétonisation et l'artificialisation des sols, c'est environ un terrain de foot toutes les 7 minutes. Donc ça veut dire qu'en France, c'est en France, hein, toutes les 7 minutes, on artificialise ou on bétonise, ou voilà, on fait une route, on fait un, un trottoir, quelque chose, toutes les 7 minutes, l'équivalent d'un terrain de foot en France. Donc j'imagine le truc, quoi. La vitesse à laquelle on artificialise les sols et on empêche l'eau de s'infiltrer dans les nappes phréatiques, dans la terre. Donc déjà quand tu vois ce chiffre-là, il faut faire quelque chose là, il faut ralentir là, il faut faire un truc. Mais bon, euh, je voudrais aussi faire un petit passage en ville en gros. En ville, en fait, quand tu remarques, parce que là on parle d'artificialisation des sols et de bétonisation, et la ville en fait c'est un exemple euh, vraiment intéressant. Vraiment, enfin, c'est en ville où il y a vraiment le plus de béton, le plus c'est un environnement minéral, quoi. C'est vraiment, il y a pas de nature, il y a rien, et l'eau, en fait, toute la structure de la ville, surtout en France, on a tout fait en sorte pour que l'eau, elle aille le plus rapidement dans les caniveaux, dans les égouts et finalement pour aller aux stations d'épuration. Donc vraiment, tout est fait pour que l'eau elle aille le plus rapidement possible hors de la ville. En fait, on ne retient pas l'eau. Donc on assèche l'air, on assèche tout en fait. Mais quand même, il y a quand même une nouvelle réglementation qui est intéressante et qui pourrait justement un peu ouvrir des nouveaux horizons. Désolé, je suis un petit peu fatigué, un petit peu rapide aujourd'hui là. On va essayer d'être plus zen. Donc voilà. Ensuite, donc les nouvelles réglementations. Donc en gros, depuis quelques années, on a divisé les eaux pluviales et les eaux usées. En gros, avant, les eaux usées, ça va être les eaux qui ressortent de chez toi. Si par exemple tu habites en ville, toute l'eau qui ressort de ton lavabo, de tes toilettes, elle va dans un réseau qui se mélange aux eaux pluviales. Les eaux qui sont sur le toit, qui vont dans les gouttières, et pareil. Tout va dans le même réseau et tout termine à la station d'épuration. Mais dans les nouvelles constructions, maintenant, on sépare ces deux eaux parce que finalement, avec le temps, on se rend compte en fait, que les stations d'épuration, elles sont surchargées. Parce entre l'eau de pluie, même si elle est rare, elle est là, et l'eau usée, eh ben, on se rend compte qu'on surcharge les stations d'épuration. Et en fait, quand les stations d'épuration elles sont surchargées, elles rejettent l'eau dans les rivières ou les fleuves auxquels elles sont connectées. Elles rejettent ce qu'elles ne peuvent pas traiter en fait. Tout ce qui arrive en plus, elles le rejettent sans l'avoir traité. Et comme ça, en fait, on augmente la pollution. C'est comme ça aussi qu'on augmente la pollution dans les fleuves. Et donc voilà, maintenant on sépare dans les nouvelles constructions les eaux usées et les eaux de pluie. Donc c'est hyper intéressant. Ça peut ouvrir des nouveaux champs des possibles, un nouveau champ des possibles, comme je disais. Il y a plein d'exemples justement dans le documentaire dont je t'ai parlé, de Valérie Valette. Il y a, on peut créer des zones de fraîcheur. Il y a dans certains pays, je me souviens plus, ils créent en fait ils récupèrent donc l'eau de pluie dans des cuves enterrées et avec cette eau qui stocke, eh ben, ils ont fait des fontaines. Et en fait, l'été, quand il fait très chaud, ils mettent ces fontaines en route. Et en fait, juste le fait d'avoir une fontaine comme ça qui tourne, ça rafraîchit l'air. Et du coup, ça diminue les îlots de chaleur les phénomènes d'îlots de chaleur desquels on entend de plus en plus parler. En fait, voilà, ça rafraîchit un peu l'air. Si en plus tu plantes des arbres, tu fais de l'ombre, tu ramènes des végétaux, pareil, là tu rafraîchis,
et c'est beaucoup plus intéressant de vivre dans des villes où il y a plus d'arbres, de fontaines, à l'eau de pluie, des végétaux, bah, c'est beaucoup plus beau visuellement, et en plus, il fait moins chaud, quoi. On peut se mettre à l'ombre, on peut se poser, on n'est pas tous enfermés chez soi avec la clim ou dans les magasins, quoi. Donc c'est déjà intéressant pour ça. Et en plus, bah voilà, on peut, toute cette eau de pluie, on peut aussi s'en servir. Bah, on pourrait s'en servir pour arroser les jardins, arroser les balcons. On pourrait même le connecter, pourquoi pas, au réseau pour les toilettes. On n'a pas besoin d'eau potable pour les toilettes. Alors pourquoi pas connecter le réseau d'eau potable aux toilettes. Enfin, il y a plein de solutions qu'on pourrait envisager juste parce qu'on a séparé les eaux pluviales et les eaux usées. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Et en plus, un autre avantage, c'est que ça évite aux villes, aux communes, de payer deux fois l'eau. En fait, euh, quand en fait les communes elles vont payer pour je parle de l'eau de pluie, hein. Donc l'eau de pluie, les communes payent pour qu'elles aillent aux stations d'épuration, qu'elles soient traitées et qu'elles reviennent dans et après elles vont la racheter pour la remettre en eau potable. Alors que là, ça évite ça et en fait on réutilise tout de suite l'eau pour un bien, pour un besoin dans la commune. Donc ça fait faire aussi des économies aux communes et à toi aussi dans ton jardin. Si jamais tu commences à récupérer l'eau de pluie, ça va te faire des économies parce que tu n'auras pas besoin de racheter de l'eau potable, quoi. C'est bénéfique pour tout le monde de récupérer l'eau de pluie et j'espère qu'on va de plus en plus le faire. Voilà, on a vu ces dernières années, c'est une catastrophe là, donc il faut vraiment qu'on commence à récolter de plus en plus l'eau de pluie, qu'on aménage les nouvelles constructions, les nouveaux bâtiments. Tous les nouveaux aménagements devraient être pensés aussi avec voilà, la récolte de l'eau de pluie, les panneaux photovoltaïques, toutes ces choses-là, c'est hyper intéressant. Voilà. Donc, développer son autonomie en eau, c'est hyper intéressant, c'est urgent, important en ville et dans ton jardin. Et on va voir, donc maintenant, on va plus aller au jardin petit à petit. On va voir d'où vient l'eau et comment la retenir. Donc en gros, concrètement, là, l'eau, d'où ça vient en fait. L'eau, en fait, ça vient du ciel. Donc quand il pleut, il y a de l'eau qui arrive du ciel. Ça vient aussi dans ton terrain, si tu as un jardin. Et tu peux avoir des ruissellements, surtout si tu as un jardin en pente, tu vas avoir des ruissellements. Pareil, cette eau, tu peux l'aider à la ralentir pour qu'elle reste plus longtemps sur ton terrain, à s'infiltrer, à peut-être parcourir des chemins un petit peu sinueux, à creuser des mares, pourquoi pas. Plein de façons de ralentir l'eau aussi, en utilisant les courbes de niveau, en faisant des baissières. En gros, les baissières, c'est comme des cuvettes que tu creuses comme ça, parallèles aux courbes de niveau, pour que l'eau, en fait, elle reste un peu, elle stagne dans ces baissières et elle s'infiltre tout doucement. En plantant des arbres aussi, tu vas permettre à l'eau de trouver un chemin parce que les arbres avec leurs racines, ils créent comme ça des petits chemins dans la terre qui vont aller vraiment en profondeur. Et donc voilà, elle vient donc du ciel, elle vient des ruissellements, mais aussi elle vient du sol. Et justement, tout à l'heure je te parlais du castor. Dans la Drôme, y a une ferme qui s'appelle la ferme du Grand Laval. Ils sont dans la Drôme et en fait, ils ont réussi donc à réhydrater. Ils avaient un grand terrain très sec et ils ont réussi à réhydrater leur terre en ouvrant un ancien ruisseau qui était enfoui sous la terre. Alors avant, il y avait l'ancien propriétaire, je crois, il avait canalisé l'eau justement dans un tuyau qu'il avait mis sous terre et c'était un petit ruisseau comme ça qui passait sous terre et donc il l'avait canalisé dans un tuyau et on le voyait pas en fait. Et en fait, ce que eux ils ont fait, donc déjà ils ont retrouvé ce tuyau, ils l'ont enlevé, ils ont remis le ruisseau un petit peu en marche comme ça et ils se sont dit super, on va, même si c'est pas beaucoup, c'est un petit ruisseau, c'est super, ça va nous permettre d'avoir un peu d'eau, d'hydrater un petit peu une certaine partie du terrain et ça va toujours ramener de la fraîcheur. Et donc c'est ce qu'ils ont fait et ils en sont pas restés là. Ce qu'ils ont fait, ils ont imité, enfin
ils ont appliqué une technique qui a été inventée par Joe Wheaton. Donc c'est Joe J-O-E, espace Wheaton, W-H-E-A-T-O-N. C'est un gars aux États-Unis qui a inventé un type de barrage qui imite en fait le castor. C'est les ouvrages castor mimétiques. Et en gros, tu fais un barrage qui est semblable au castor, et en fait, tu peux avoir un impact phénoménal parce que, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais en gros, le castor, c'est le deuxième mammifère sur Terre à être capable de modifier euh, son environnement, quoi. C'est vraiment, nous, le premier mammifère, c'est l'homme, et le deuxième mammifère, c'est le castor. C'est vraiment celui qui arrive à avoir le plus d'impact à son échelle sur son environnement. Donc voilà, avec un simple barrage, le castor, il peut faire des gros changements. Et donc on essaye vraiment on s'intéresse de plus en plus à ça pour réhydrater les terres. Et en fait, ils ont, dans la ferme du Grand Laval, là, dans la Drôme, ce qu'ils ont fait en plus quand ils ont ouvert leur ruisseau, eh ben ils ont mis un barrage, ils ont fabriqué ce barrage comme ça, les ouvrages castor mimétiques. Et ils ont commencé justement à voir le ruisseau un petit peu grossir, euh, parce que voilà, ils ont ralenti l'eau en fait, et du coup ça a commencé à faire monter le niveau du ruisseau, et en fait au bout d'un moment, eh ben, le ruisseau, tellement qu'au bout de quelques jours ou quelques semaines, en fait le cycle de l'eau, vu que l'eau s'est ralentie, en fait ça a commencé à recharger la nappe phréatique, et en fait ils ont plein d'eau qui est des zones humides comme ça qui sont remontées dans leur terrain. Et aujourd'hui, ils ont un terrain très riche. Ils ont voilà, beaucoup de verdure, beaucoup de verdure. Il y a des zones humides qui sont revenues. Enfin, c'est vraiment très riche. Et tout ça grâce à cette technique comme ça qui imite les barrages de castor. Et tout ça pour te dire, donc, y a pas que l'eau ne vient pas que du ciel ou des ruissellements sur ton terrain. Elle vient aussi d'en dessous. Donc le sol c'est vraiment hyper important. Donc première chose à faire, est-ce que ton sol est-ce qu'il sait boire l'eau? Est-ce que quand il pleut, est-ce que le sol il part pas plutôt aux rivières ou est-ce que l'eau elle peut s'infiltrer? Première chose à faire, c'est voilà, pailler ton sol. Euh, un sol protégé, c'est la base. Voilà, si faut pas laisser un sol comme ça à nu, même l'hiver souvent. Voilà, l'ancienne technique quoi que faisaient nos grands-parents, c'était on va retourner la terre, on va laisser la terre tout l'hiver bien retournée comme ça en grosse motte pour tuer les microbes. Et après au printemps on viendra. Non, faut plus faire ça en fait. Parce qu'en fait quand il pleut, la terre elle part aux rivières et on connaît la suite quoi. Et à grande échelle ça fait des, euh, des gros désastres. Donc parce qu'une eau chargée de terre, c'est une eau qui est plus forte, qui est plus dense et qui va vraiment faire des dégâts. Et en plus, voilà, on perd une richesse, quoi. L'eau la terre de surface, c'est la terre la plus riche, c'est les nutriments. Enfin, tout part à l'eau, donc ça va pas du tout. Donc, on paille déjà son terrain, on le protège, on le paille avec ce qu'on veut. Le but, c'est de le protéger, hein. Tu peux aussi laisser la nature faire, elle sait faire, hein. Tu peux aussi euh, juste avoir de l'herbe. Voilà, l'herbe, elle va retenir l'eau. Enfin, on paille, on protège le sol. On met pas. Le truc, c'est plutôt de pas mettre le sol à nu. Euh, Après, il y a tout un système qui fait que dans le sol, l'eau va pouvoir circuler, comme je disais tout à l'heure, avec les racines des arbres qui créent que ce soit les arbres ou les végétaux en général, ils vont créer des, euh, des réseaux dans la terre comme ça où l'eau va pouvoir circuler. Et en plus de ça, les végétaux, ils sont connectés aux mycorhizes. Les mycorhizes, c'est des champignons dans le sol comme ça qui permettent à l'eau d'être échangée. Notamment, il y a aussi l'eau, les nutriments, il y a plein de choses qui sont échangées avec les mycorhizes. Les mycorhizes, c'est un peu l'internet des plantes. Et c'est là où elles peuvent communiquer, où elles peuvent échanger des choses. Et du coup, voilà, on va pas rentrer trop en détail là-dessus. On aura l'occasion d'y revenir dans d'autres podcasts. Et voilà, essaie de voir comment est-ce que toi tu peux protéger ton sol pour lui permettre de mieux retenir l'eau. Pareil, si tu as des pots de fleurs, paille-les aussi parce que si tu le fais pas, l'eau elle va tasser tes pots et puis tes pots ça va devenir la terre elle va être toute dure, elle va faire un gros bloc comme ça et c'est vraiment pas top. Donc vraiment protège ta terre
que ce soit dans des pots de fleurs ou dans un jardin, protège ta terre. Ensuite, ce que tu peux faire aussi, c'est regarder si tu peux ou si ça vaut le coup de récupérer l'eau de pluie. Pareil, je reviendrai plus en détail sur la récupération d'eau de pluie une autre fois. Mais voilà, tu peux, voilà, donc, soit par le sol, en protégeant ton sol, bah là déjà tu vas permettre à l'eau soit de remonter, soit de mieux s'infiltrer. Enfin, en tout cas, l'échange va être facilité. Et ensuite, tu peux récupérer l'eau de pluie. Donc voilà, on va voir un petit peu aussi un peu plus tard comment euh, récupérer l'eau de pluie dans ce podcast vite fait, mais on va pas. Je ferai un autre podcast vraiment dédié à ce sujet. Ça sera beaucoup plus intéressant. On va pas trop partir dans tous les sens ici. Mais voilà, j'aimerais plutôt qu'on parle un peu des mares naturelles ou les mares semi-naturelles. Et en gros, la différence entre une mare naturelle et une mare semi-naturelle, on va dire que la mare naturelle, c'est une mare où tu vas avoir pour faire une mare naturelle, en fait, déjà, il faut avoir un terrain qui est très argileux. Parce qu'en gros, dans la terre, tu as plusieurs granulométries, on va dire. Et en gros, euh, plus c'est gros, plus le sable, bah, l'eau passe à travers très rapidement parce que le sable c'est très grossier et du coup bah, l'eau elle file quoi. Alors que l'argile c'est vraiment très très fin, c'est vraiment des particules très très fines qui vont avoir tendance à se colmater ensemble. Tu sais la terre comme ça qui se colmate et à ce moment-là bah, si tu as un terrain qui est très argileux, et ben l'avantage c'est que tu peux pardon, c'est que tu peux créer des mares naturelles. C'est-à-dire que tu vas creuser un trou et tu vas tasser le fond ou même rapporter de l'argile pour aider. Par contre, si tu as un terrain sableux et que tu rapportes de l'argile, ça ne marchera pas. Il faut vraiment déjà avoir de base un terrain argileux. Après, tu peux essayer, hein. Mais ça sera beaucoup plus facile si de base tu as un terrain argileux et que tu ramènes de l'argile pour vraiment faire l'étanchéité. Parce que le but, c'est vraiment une mare, il faut qu'elle soit un minimum étanche pour pouvoir bah, rester à l'état de mare, de flaque, quoi, si tu veux, pour pas que l'eau s'infiltre et, euh, et voilà, qu'elle reste longtemps comme ça. Après, voilà, tu as aussi des mares semi-naturelles où là, tu peux acheter, si tu as un peu d'argile, mais pas trop, bah, si tu as essayé par exemple avec de l'argile, ça marche pas. Et bien, ce que tu peux essayer, c'est la bentonite. Ça s'écrit Bentonite. Et ça, pareil, c'est une matière qui est à base d'argile aussi, mais et en fait qui gonfle quand elle est mouillée. Donc voilà, si tu remets au fond comme ça de ton trou pour faire la mare, bah, une fois qu'il y aura l'eau, elle va gonfler et ça va faire une poche, ça va faire un truc étanche. Et du coup, tu vas avoir une mare semi-naturelle. Et après, tu peux aussi mettre des systèmes de bâche aussi. Ça marche aussi tout aussi bien. Si par exemple tu es sur du sable. Et voilà. Euh, les avantages de la mare, c'est en fait la mare, elle va te créer comme ça un microclimat. Je vais rapidement lister les avantages. En gros, une mare, ça augmente la température de l'air à la tombée de la nuit. En gros, bah voilà, à la journée, il fait chaud, ça accumule de la chaleur comme les pierres, et à la fin de la journée, puis une partie de la nuit, ça va rediffuser lentement cette chaleur la mare va rediffuser cette chaleur autour d'elle, elle va aider tous les éléments qui sont autour à, euh, à leur faire bénéficier d'un peu de chaleur, et ça peut être intéressant à mi-saison comme ça, au printemps et à l'automne, par rapport au gelées. Donc voilà, ça peut être intéressant. Ça aussi, ça augmente l'humidité de l'air. Donc toutes les plantes qui sont à proximité, bah, elles bénéficient d'une humidité dans l'air plus élevée, quoi. En fait, tout simplement parce que la mare, elle fait évaporer de l'eau. Et en plus, quand elle évapore l'eau, eh ben, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle rafraîchit au passage un petit peu l'air. Donc toutes les plantes qui sont autour, elles vont bénéficier donc d'un air plus frais et plus humide. Et ça, les plantes, elles aiment bien en général. Donc c'est hyper intéressant. Et après, en termes de permaculture, de design en permaculture, ce qui est intéressant, c'est que ça va aussi être une super stratégie, la mare, pour faire réfléchir le soleil et augmenter, donc tu auras
grâce à la mare, si tu la positionnes assez bien, tu peux avoir plus de lumière dans ton jardin, plus de chaleur, etc. Et voilà, tu peux placer par exemple la serre ou le potager en fonction de la réflexion de la mare pour gagner de la lumière, de la chaleur, tout ça. D'ailleurs, si ça t'intéresse le design en permaculture, je te rappelle que il y aura un lien dans la description. J'organise un coaching de groupe je crois que c'est mercredi 30 janvier si je ne me trompe pas. Donc de toute façon le lien est dans la description. Va voir s'il reste des places pour t'inscrire. C'est un coaching qu'on fera en visioconférence sur Zoom. Et voilà, tu t'inscris, je t'enverrai un lien. C'est gratuit. Voilà, on peut discuter de ton design, de ton jardin. Voilà, viens avec tes questions, tes problématiques. Pourquoi pas, si tu as déjà fait un petit plan, quelque chose, tu as avancé sur le design de ton jardin, viens, on en discute, on partage des choses. Voilà, moi je suis designer en permaculture, donc je peux t'aider à y voir un petit peu plus clair, parce que c'est un peu voilà, c'est un peu compliqué quand on connaît pas la méthodologie complète. Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas, tu t'inscris et on se retrouve le 30 janvier. Je crois que c'est à 18h, c'est marqué tout en bas, donc je te laisse voir ça. Et donc voilà, on en était donc aux avantages de la mare. La mare, elle t'aide aussi à mieux gérer la récupération des eaux pluviales. Pareil dans le design, tu peux aussi la placer pour que elle récupère les eaux de ruissellement, ou pareil, si tu as des toitures avec la gravité, tu peux faire descendre de l'eau dans la mare, il y a plein de choses, même avec des pompes, tu peux faire remonter l'eau. Enfin voilà, c'est vraiment hyper intéressant la mare parce que ça te permet de stocker comme ça une réserve d'eau dans ton jardin et dans laquelle tu vas pouvoir peut-être même puiser, pourquoi pas, et aussi elle va apporter tous les avantages que je disais, l'humidité, le rafraîchissement, et voilà. Tu peux aussi, si la mare ça te dit pas, tu peux aussi très bien mettre des cuves enterrées pour récupérer les eaux de pluie. Maintenant, t'as même des subventions pour ça. Voilà, c'est aussi intéressant si tu préfères ça à la mare, de pourquoi pas mettre des cuves enterrées, une ou plusieurs, à voir selon. Je crois qu'il faut se renseigner auprès de la communauté de communes. Donc voilà, tu les appelles, tu vois, s'il y a des programmes, des choses comme ça, des subventions, et des fois ça peut être intéressant. Après, le mieux, c'est vraiment de faire ça à la construction, parce que au moins pendant la construction, tu fais des travaux, tu peux tout de suite prévoir la cuve, parce que après, quand la maison est déjà construite, c'est un peu plus compliqué d'aller recreuser, remettre un truc, connecter, enfin voilà. Donc je te laisse voir ça, et voilà, on va clore le sujet des mares. Moi, il y a j'en ai déjà parlé sûrement, mais moi c'est Damien Descartes, qui a la chaîne Permaculture Agroécologie, etc. sur YouTube. C'est lui qui m'a énormément inspiré. Je me suis formé avec lui. Et donc j'ai vu son jardin, là, le dernier qu'il a là. Pas le premier jardin qu'il avait au tout début de ses vidéos, mais vraiment le jardin dans lequel il est installé aujourd'hui depuis 2017, je crois. Et vraiment, lui, c'est un bel exemple de ralentir l'eau. Il a vraiment énormément ralenti l'eau dans son jardin. Il a la chance d'avoir deux sources. Il a une source en haut, en, en- il a une source en amont, et en bas, il a une pêcherie aussi. C'est une autre source qui passe comme ça, et qu'il a réussi à connecter, enfin à faire passer dans ce qu'elle était bouchée, je crois, où il y avait un truc qui fonctionnait plus. Il a réussi à la remettre en circulation. Et c'est là notamment où il a creusé, si tu le connais, tu le suis, il a creusé en fait un étang carrément après cette pêcherie. Et donc il a un énorme étang. De cet étang, après le ruisseau, il repart tout doucement et il continue son chemin. Et voilà, donc du coup c'est vraiment hyper intéressant. Et puis la source qu'il a en amont, c'est juste une source d'eau comme ça qui remonte de la terre et avec un robinet en gros qui continuellement verse de l'eau. Et en fait, de là, il a fait sortir l'eau, il l'a aussi fait passer comme ça dans son jardin avec des petites mares. Enfin, c'est vraiment super. Il y a très humide, très très bien.
D'ailleurs, c'est la première chose qu'il a fait dans son terrain, c'est comme ça ralentir l'eau, gérer l'eau. Et aussi, comme il le dit souvent, pour lui, c'était soit il y a de l'eau et c'est ok pour moi, soit il n'y a pas d'eau et voilà, je m'installe pas. En fait, lui, c'est vraiment le critère numéro un. Et, euh, et voilà, et quand on jardine depuis longtemps, on sait très bien l'importance de l'eau dans un jardin. C'est vraiment hyper important. Jardin sans eau, c'est compliqué, quoi. Donc voilà. Ensuite, bah voilà, on va terminer ce podcast sur la matrice pour ralentir l'eau. Et je vais te donner encore deux trois conseils, quelques petits conseils pour terminer ce podcast. En gros, premier conseil, c'est adapte ta stratégie à ton climat. Si chez toi, bah voilà, c'est en Bretagne et qu'il pleut tout le temps, bah, c'est peut-être pas aussi important que ça l'eau. C'est peut-être plus important d'aller voir comment capter plus de soleil. Adapte aussi ta stratégie par rapport à ton sol. Si par exemple tu as un sol argileux, ça va pas être pareil que si tu as un sol sablonneux. Un sol argileux, comme je disais, va beaucoup mieux retenir l'eau. D'ailleurs, il va même saturer en eau des fois et ça va être un peu compliqué. Et d'ailleurs, là, la technique de la culture en lasagne est intéressante dans ces terrains-là parce que au lieu de cultiver dans ton terrain qui est saturé en eau, bah, tu peux faire une culture en lasagne sur la terre et avoir quelque chose de plus aéré, et où tes racines vont pouvoir mieux respirer. Donc voilà, adapte ta stratégie à ton sol. Euh, pense aussi à comment circule l'eau dans ton jardin, mais aussi à toi comment tu vas apporter l'eau jusqu'à tes plantes. Est-ce que tu vas utiliser un arrosoir? Est-ce que tu vas utiliser un seau? Est-ce que tu vas utiliser est-ce que tu vas mettre de l'arrosage goutte à goutte, des arrosages automatiques? Est-ce que tu vas utiliser un tuyau? Enfin voilà. Et essaie aussi de voir comment toi, tu vas devoir apporter l'eau là où il y en a besoin. Souvent dans le potager. Mais ça aussi, c'est important. Ça va aussi euh, ça va aussi t'aider à placer les éléments, à aménager ton jardin parce que c'est vraiment hyper important quand tu es en pleine saison, en juillet, août, même juin, mai, juin, juillet, août, il y a souvent des grosses corvées d'arrosage. Et si tu as mal pensé ton système de comment je vais récupérer l'eau à la source et comment je vais l'emmener là où il y en a besoin, bah, tu vas vite te décourager parce que des fois, s'il faut aller faire des kilomètres pour arroser trois plantes, ça va être compliqué, quoi. Ça va vite te décourager. Donc vraiment, pense à être au plus près de la source et voir est-ce que tu peux ramener l'eau le plus près où tu en as besoin, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de la source, pense aussi quand tu vas récupérer l'eau, essaye d'aller le plus proche de la source possible. En permaculture, on dit souvent qu'une eau de qualité, c'est une eau qui a peu circulé. Donc évite de faire des chemins trop complexes et après de récupérer l'eau et tout. Enfin, vraiment essayer d'aller à la source. C'est toujours là où il y a la meilleure qualité d'eau. Et voilà, donc on remonte toujours à la source. Ensuite, j'ai une petite réflexion. euh, Attends, j'avais marqué des trucs. Alors, réflexion sur la gestion du surplus stocké. Donc, en gros, sur une gouttière, c'est simple de renvoyer le surplus à l'intérieur. Pour une marque, ça l'est un peu moins. Donc, pense aussi à comment est-ce que tu vas gérer le surplus. Si par exemple, imaginons là, tu as une gouttière, tu mets un bidon, tu veux récupérer de l'eau de pluie, mais au bout d'un moment, ton bidon il va être plein. Et ben, comment est-ce que tu vas faire déborder l'eau? Est-ce que tu vas la faire déborder ça posera pas de problème? Ou si ça pose des problèmes, est-ce que je peux la renvoyer dans la gouttière? Tu vois, pense à toutes ces choses aussi où, au bout d'un moment, tu stockes l'eau, mais où est-ce qu'après elle repart? Comment elle repart? À quel moment? Enfin, et comment tu gères ça, quoi? Quand c'est plus assez, comme je disais, voilà, c'est plus simple sur une gouttière parce que avec un tuyau, que tu mets tout en haut de ton bidon et que tu reconnectes tu prends un tuyau en caoutchouc tout simple et tu le rebalances comme ça dans ta gouttière et le surplus il part dans la gouttière, quoi. Après pour une mare c'est un peu plus compliqué, donc voilà, c'est tout ça, c'est à gérer. Ça peut aussi marcher avec des pompes. Tout dépend aussi le débit, la vitesse de l'eau. Donc voilà, pense à tout ça aussi quand tu vas stocker l'eau. Et si tu es sur un balcon, attention au poids aussi.
mais pas un bidon de 300 litres sur un balcon un petit peu branlant, quoi. Essaie d'y aller un petit peu avec bon sens. La loi, je crois que c'est 350 mètres carrés, enfin 350 kilos au mètre carré pour les nouvelles homologations. Donc voilà, c'est un bâtiment assez récent. Sache que tu peux aller jusqu'à 350 kilos de poids stocké au mètre carré. Donc ça commence à être pas mal. Mais voilà, fais attention quand même au poids. Pareil dans tes jardinières, hein, si jamais tu fais des wicking beds, des jardinières wicking beds, pense voilà, l'eau que tu stockes dans tes jardinières, il a un poids. En plus, toutes tes jardinières, quand le terreau il s'imbibe d'eau, il prend énormément de poids. Donc pense à tout ça. Voilà. D'ailleurs, je te renvoie vers un article, si tu es sur un balcon, même si tu es juste sur une terrasse. C'est un article que j'ai écrit il y a quelques années sur 7 étapes pour récupérer l'eau de pluie avec ou sans gouttière. Donc ça marche sur les balcons, les terrasses, il y a plein c'est un super article assez complet qui a été particulièrement apprécié. Donc tu marques récupérer l'eau de pluie, potager minimaliste. Et tu vas tomber sur cet article et il y a tout marqué dessus. Donc n'hésite pas à aller checker tout ça. Et en parlant justement de balcon, de bidon, de récupération d'eau, pense aussi aux moustiques. Alors pour les balcons, bah, mets une moustiquaire ou ferme ton bidon de récupération des eaux. Et si tu es dans un jardin et que tu veux faire une mare, eh ben pense aussi que ta mare, elle doit au moins faire 5 mètres carrés. C'est minimum hein, pour attirer justement les bons auxiliaires, entre guillemets, et au moins 1,50 m de profondeur. En gros, voilà, il faut qu'elle fasse 5 mètres carrés comme ça au sol, et en profondeur au moins 1,50 m. Il faut aussi autour que tu plantes ou que tu laisses pousser des plantes qui fassent des longues tiges pour qu'en fait, tout simplement, la libellule puisse venir et voilà, se reproduire et s'installer près de ta mare. Et comme ça, la libellule, elle va réguler les moustiques et même réguler les moustiques au-delà de la mare. Donc c'est vraiment hyper intéressant parce qu'en fait, les larves de la libellule, ils vont carrément manger les moustiques quand ils sont à l'état de larve dans l'eau. Donc c'est vraiment le top du top. Et donc voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, J'espère que ce sujet t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis. Et puis voilà, je te laisse voir. Oublie pas de t'inscrire dans le lien qui est dans la description. Oublie pas de t'inscrire pour l'atelier coaching. Je suis pas allé voir s'il y avait déjà des inscrits. Je sais pas si on aura. Là, on est vraiment en petit comité, donc n'hésite pas à venir. Et ça se trouve, on sera juste tous les deux. On sera peut-être deux ou trois. Je sais pas, mais n'hésite pas à t'inscrire. Et on se retrouve très très bientôt pour un prochain épisode.